Salut les Jujiteros, nouvel épisode de Naturocast. Je suis très content de sponsoriser encore cet épisode avec un code promo sur mon bouquin Cake, Muffins et Smoothie. Voilà, il est là, moins 10% pendant le mois de mai avec le code mai 2024. Mai 2024, il y a un lien en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour le Naturocast. Combattez! Salut mon Nico, comment ça va? Salut mon Julien, écoute, ça va super bien, il y a le soleil, tu vois, j'ai un peu bronzé, je suis dehors tout le temps, et donc forcément ça va super bien. Et Ouais. toi, comment tu vas? Bah écoute, moi je vais bien et je vais bien. Oui, on a un peu le soleil, mais c'est un peu mitigé. Mais je vais surtout bien parce que à la fin de la semaine, là, je m'en vais en Espagne pour le premier stage PBK que j'organise, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, et donc là, je suis vraiment impatient. Et vraiment, dans une semaine pile, ça commencera. Alors bien évidemment, il y aura un décalage entre la diffusion du Naturocast et le stage, mais vraiment, je suis très, très excité. Là, c'est very excited, comme disent les Américains. Mais ça, c'est ce qui va venir. Mais j'aimerais qu'on parle d'abord un petit peu du mois qui vient de s'écouler. Et pour ceux qui ne savent pas, on s'est vu, on s'est retrouvé encore une fois en vrai à Strasbourg, enfin à Elkirch précisément. Et on a eu encore le temps d'échanger. Ça fait vraiment plaisir de se voir en vrai, hein, quand même. Mm. C'est autre chose Ah que oui, de se clairement. voir visio, les échanges sur WhatsApp. Ouais. L'humain, rien de tel que ça. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que ça fait plaisir toujours de revoir son sensei, entre guillemets, tu vois. Et puis, étant donné que j'aime bien les échanges en vrai, forcément, on aurait pu avoir plus de temps ensemble pour échanger, mais les échanges qu'on a eus ont été, c'était court et intense. Court et intense, voilà, c'était ce qu'on avait Exactement. dit. Comme le sexe, c'est toujours bien court et intense. C'est une phrase de précoce, ça, non? C'est ça, exactement. Ah putain, ça commence. Bon, mon Nico, on va commencer à parler un petit peu de nos actualités Ouais, respectives. Est-ce que tu veux commencer par toi, savoir où tu en es? Je sais que tu as passé pas mal d'examens ouais, dernièrement, et puis comment ça s'agence pour toi pour en ce moment, puis l'avenir? ouais. Bah, écoute, moi c'est simple, je suis en période de révision, donc j'ai encore 7 semaines de révision. La semaine prochaine, j'ai un tout petit peu cours, et après la semaine d'après, j'ai les partiels, donc c'est vraiment en révision, tu vois. Mais il y a un truc, il y a une petite leçon là qui m'est apparue. Enfin, ça fait quelques temps que je. Tu sais, moi, j'ai toujours eu des facilités, on va dire, avec les cours. Et donc, souvent, je sais pas, on a sûrement déjà parlé, tu vois. J'accumule en me disant, c'est bon, c'est facile, je comprends et de ça. Et du coup, je me retrouve avec beaucoup de travail à fournir en peu de temps. Et du coup, tu sais, la différence entre accumuler pour te faire éclater et pas avoir envie d'y aller, tu vois, et faire un tout petit peu chaque jour. Donc ça, par exemple, c'est un truc que je veux mettre en place. Et c'est un schéma que je retrouve beaucoup chez moi, tu vois, c'est le fait d'accumuler beaucoup et au final, à la fin, de devoir travailler beaucoup plus que si j'avais fait un petit peu chaque jour, tu vois. Hmm. Donc c'est un peu dense, mais on va y arriver. Mais en tout cas, ça se profile bien, tu vois. Ça se profile vraiment bien. La P3 arrive, quoi. La troisième année arrive à grands pas. Et donc j'ai hâte, parce qu'en plus il y aura de la clinique, on sera beaucoup plus autonome, et on va commencer à prendre en charge des patients, tu vois, de A à Z. Donc c'est cool, j'ai vraiment hâte, c'est vraiment cool ça. Ok. Et toi, comment tu vas? Bien, bien, mais avant, toi, tu parles bien voilà, de tes années de formation en ostéopathie. Hmm. Et donc, tu auras une troisième année. Tu as combien d'années au total? C'est 5 ans l'ostéo, ouais. C'est cinq 5 ans, ans. donc tu as encore du Ouais. boulot là-dessus. Et je sais Ouais. aussi que dans les mois à venir, tu vas valider ton examen de Ouais. naturopathe aussi. C'est ça, c'est le 8 juillet, je crois que j'ai les examens les examens écrits Ouais. en naturo. Ouais. Ah, bah, c'est bien, ça se fait se préparer encore. C'est bien, ça va te laisser le temps de laisser passer ceux d'ostéo, de préparer ensuite pour la naturo. Ouais. Nickel. Excellent, excellent, excellent. Et d'un point de vue sportif, comment ça va? Parce que quand on s'est vu au mois de... quand on s'est vu il y a 15 jours, là, tu m'avais dit que ça faisait un moment que tu n'étais pas retourné au jiu-jitsu, Ouais. justement du fait de bosser sur tes examens. Bah, niveau sportif, si tu veux, je marche un petit peu quand j'ai le temps. Non, je marche tous les jours. On va dire que j'ai maintenu une activité sportive. C'est juste que
étant donné que les entraînements individuels, tu vois, quand tu vas à la salle, tu peux gérer, tu peux chier ça en 45 minutes, 1 heure, tu vois, tu peux gérer ton truc, et que c'est juste à côté de chez moi, et ben c'est plus simple pour moi de juste faire de la muscu, quoi. Tu Et vois, t'en fais la combien de fois par muscu, semaine? 3, 4 fois, tu vois, mais c'est des petites séances, c'est plus intense. Petites Ouais. séances intenses, et du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi que d'aller à l'entraînement jusqu'à 22h30, et puis, bref. Ouais, mais parle-nous-en, tiens, parce que justement, on parle souvent de plein de choses, mais on parle pas souvent de comment toi tu t'entraînes, tu vois. Moi, je parle souvent de comment je m'entraîne, comment tu t'entraînes. Et par exemple, sur ces trois quatre séances de muscu, comment t'agences ça? Est-ce que tu as un coach qui t'accompagne? Voilà, Ouais, parle-nous-en. bah tu sais, je te disais que j'avais un passif de musculation à proprement dit, et en fait, c'est pas du tout la même chose que de la prépa physique ou en tout cas, ça s'en rapproche pas tellement, quoi, on va dire. Donc, j'ai j'ai pris un coach qui m'a fait un programme, c'est mon pote Midzi Training, que je salue, qui m'a d'ailleurs posé une question à laquelle on va répondre, et que j'embrasse fortement, qui est de chez toi. Du coup, il est à Annecy maintenant. Il est à Ok. côté de chez toi. Voilà. Donc, Midzi Training qui m'a fait un programme, tu vois, sur 3 mois, et que les exercices, je les suis, quoi. Voilà. Donc, je fais de la prépa physique et je fais du JB, quoi. Sauf que là, ces derniers temps, je me suis un peu. Ça, j'ai un peu arrêté le JB, quoi, pour les examens. Ouais, pour des raisons d'examen. Ok, ouais. Donc, 3-4 fois par semaine muscu, du JJB ben, quand tu as l'occasion. Et sinon, ouais, là, on parlait de marche. Et Ouais. là, je te pousse aussi vers la marche parce que j'en parle souvent avec les clients, l'activité physique non sportive. Hmm. Moi, je sais que pour moi, ça représente en gros, si on doit quantifier le nombre de pas, entre 10 et 14 000 pas par jour. Pour ma part, alors ça prend du temps. Toi, tu es dans quelle zone actuellement? Bah écoute, on est à peu près pareil, hein. Hier, je crois que j'ai fait 15 000. Avant-hier, j'ai fait 12 000 ou 13 000, tu vois. Étant donné que j'ai une période de révision, je prends plus de temps pour marcher, sinon ça oscille autour des 10 000, tu vois. Hmm. Mais rien que le fait de se prendre le temps d'aller marcher, moi je sais que j'aime bien faire des grands tours, donc je vais prendre 2 heures, tu vois, je vais faire un grand tour ou 1 heure et demie, puis je me pose, je lis un peu, tu vois, et puis je repars. Ouais. Mais c'est une part importante, je trouve, de pouvoir marcher, rien que pour l'esprit, enfin, déjà pour l'activité physique non sportive, pour le physique et pour l'esprit, en fait, c'est hyper, hyper intéressant, quoi. Ouais. Il se passe plein Mais de trucs. il se passe plein de trucs, Mm. mais tu vois, avant qu'il se passe toutes ces choses, c'est déjà comment on met en place cette marche. On en revient à tout ce qu'on a pu dire sur les précédents Naturocast, tu sais, avec la mise en place de nouvelles habitudes. Mais c'est aussi, je pense qu'il y a un manque de prise de conscience. J'en parlais hier avec une cliente à moi où je lui ai fait un petit speech de 10 minutes sur l'importance de l'activité physique non sportive, qui est tout simplement, c'est juste bouger au quotidien Mm. et qui pensent que parce que on va faire trois footings dans la semaine, et ben en fait on a fait notre sport et que ça devrait déterminer notre perte de poids, notre santé et autres. Je dis non, non, Ouais. il faut marcher. Je dis l'être humain a évolué en bougeant et pas en Mm. étant assis toute la journée à pas bouger et juste en sortant faire 30 minutes de footing trois fois dans la semaine. Non, il bougeait en permanence. Et donc Ouais, il faut passer de déjà mettre le premier pied dehors et souvent la question c'est le pourquoi. Mais pourquoi je vais c'est aller ça. marcher comme ça? Tu vois, c'est comme tu vois, les gens se disent, vont se dire, mais je vais pas marcher bêtement dans le vide, tu Mm. vois. Donc en fait, ils préfèrent être assis, inactifs physiquement et divertis, tu vois, Ouais. que d'aller non divertis mais actifs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais clairement, Et mais on en revient toujours à la même chose, hein, c'est l'importance de pourquoi et avoir une raison claire pour servir tes objectifs. Donc alors, pourquoi est-ce qu'on marche? ouais, Pourquoi est-ce que les gens qui nous écoutent devraient s'intéresser à la marche? pourquoi ils devraient marcher? J'aime bien, ça me fait penser, je vais être obligé de faire une vidéo, les 10 raisons de marcher, tu sais, pour vendre la marche. Moi, on n'a rien à vendre. C'est Non. juste pour vous. Mais moi, je vais dire comment je vends la chose en premier lieu. C'est que déjà, d'un point de vue santé, dans le cadre de l'évolution de l'espèce humaine, euh, l'humain s'est toujours déplacé, a toujours bougé tout au long de sa vie. Et contrairement à ce qu'on peut voir maintenant,
n'est pas rester sédentaire, assis derrière un bureau, derrière un ordinateur, ne serait-ce que même rester debout, statique. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais je passe ma journée debout. Ouais, mais quand tu es debout, tu es statique, tu ne bouges pas, tu es figé. Et j'aurais tendance à dire que ton physique, ton corps va reproduire la position dans laquelle il passe le plus de temps. Tu vois? Mm. Donc, si tu es souvent assis, voûté vers l'avant, bah forcément, bah, ça va avoir un impact sur ton squelette. Et bien évidemment, le fait d'être voûté vers l'avant, ça va avoir un impact sur ton squelette, mais aussi sur certainement une compression au niveau des organes, une mauvaise expression de ta capacité diaphragmatique, et donc ta capacité d'oxygénation, de brassage des organes, de ta digestion et autres. Rien que ça, sur le changement de la posture, mais bouger, parce que l'être humain est fait pour bouger. Si on compare avec quelqu'un qui est sédentaire, alité, donc qui est dans un lit, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire alité, tu vois, dans un lit, dans un hôpital, ben, ça va engendrer une perte de masse musculaire, parce Mm. ils ne bougent pas. Et rien que le fait de bouger, on va être dans le maintien musculaire. Maintien musculaire. Et on ne parle pas que maintenir la masse des muscles des mollets, hein, bien évidemment. Après, la marche, il faut bien se dire que sous la plante des pieds, c'est comme si c'était des pompes. Et donc, à chaque fois qu'on va presser sur ces pompes de la voûte plantaire, ça va activer le retour veineux. Donc, faire remonter plus facilement le sang Mm. dans les veines au niveau des membres inférieurs, donc des jambes. Et on sait très bien, et surtout chez les femmes où il y a des problèmes de circulation sanguine et de retour veineux, ben avec les jambes qui gonflent, plus de cellulite sur le bas du corps aussi, qui peut correspondre aussi à des problèmes de circulation sanguine, la marche peut être bénéfique parce que ça va avoir une action sur la circulation sanguine. Voilà. Et puis après, il n'y a pas de secret. Quand tu marches, même si c'est pas beaucoup, tu vas brûler des calories parce que tu es dans l'action. Et donc, si tu vas brûler, moi j'ai estimé, hein, tu vois, quand je fais 10 000 pas par jour, ça va me faire brûler quelque chose comme, c'est une moyenne, hein, bien évidemment, 400, 450 calories par jour pour dix Mm. mille pas. On va se dire, ah, ouais, c'est quand même ça, tu vois. Ouais, 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 c'est ça, 400 calories. On va dire, ouais, c'est déjà ça, 400 calories. Imagine, tu fais ça 10 jours. Dans 10 jours, tu as brûlé 4 000 calories. Pour Mm. certains, ça représente 2 journées de consommation alimentaire. Tu vois, donc quand on est des fois dans une recherche de perte de poids ou d'amélioration de la composition corporelle, la marche peut être une aide dans cette perte de poids. Et autre chose, c'est toujours quand on est dans le cadre de perte de poids ou d'amélioration de la composition corporelle, tu vois, souvent on pourrait se dire, ben ouais, si je veux perdre du poids, il faudrait que je mange moins de calories. Mm. Ce qui se tient pour certaines personnes, hein, tu vois, bouger plus et manger moins ou autre, hein. C'est pas valable pour tout le temps. Mais des fois, plutôt que de se dire, eh ben, je vais manger moins, et ce qui pourrait aussi poser des problèmes de comportement alimentaire, tu Mm. vois, des problèmes de satiété, ben, se dire, ben, au lieu de manger moins, je vais manger pareil, mais je vais bouger un petit peu plus. Et Ouais. pas forcément en allant me buter à la salle, en faisant des sprints, des circuits training, juste en augmentant mon activité physique non sportive, la marche en l'occurrence, eh ben, ça pourrait faire que je crée un déficit calorique juste en allant marcher un petit peu. Voilà Ouais. certaines raisons que je pourrais avancer. Là, ça me parle. C'est vrai que souvent, quand on pense à la sèche, ou les gens, les jiu-jiteros, par exemple, tu vois, qui préparent une compète et qui ont besoin de perdre du poids et qui s'y prennent un peu à l'avance. Pas comme moi, bref. Et ben, au lieu de descendre la ration calorique, parce que souvent ça va engendrer des frustrations, ce genre de choses. Enfin, on connaît tous ce que ça fait une sèche, tu vois, même émotionnellement, t'es pas stable, t'as envie de tout arracher, enfin, t'as des yo-yo émotionnels, etc. Au lieu de descendre justement tes calories, et ben, tu maintiens tes calories et tu augmentes ta dépense non sportive, quoi. Donc, ouais, la marche. Voilà, et justement, augmenter cette dépense calorique par l'activité non sportive, qui est vraiment de basse intensité, et donc qui Mm, aura un faible impact sur le système nerveux, parce que c'est vrai, je comprends bien qu'il y a des athlètes et même des gens du quotidien qui vont au jiu-jitsu ou à la muscu qui se butent, ah, qui vont à fond, à fond, à fond tout le temps, et on dit, bah mm, tiens, il faut que tu ailles marcher en plus. Et là, tu peux te dire, tiens, mais attends, je vais déjà me dépenser physiquement, il faut que j'aille encore marcher. Ouais, mais la marche, ça va être même favorable, ça pourrait même favoriser mm. ta récupération, tu vois. Clairement. Parce que tu es aussi dans le très basse intensité et ça aura
parce que ça aura pas d'impact sur ton système nerveux. Et donc, bon, bah, ça, c'est que bénéfique, hein. Bon, voilà. Ouais, Allez marcher. Si vous faites déjà pas de pas, si vous ne marchez pas de la journée, sortez déjà. Et puis après, il faut être exigeant envers soi-même aussi. Exigeant, ok, on vise une fourchette haute de pas et on fait en sorte de l'atteindre. Et puis bien sûr, on est tolérant. Si on ne l'atteint pas à jour, eh ben, on fait en sorte de faire ça le mieux possible. Je rappelle juste une chose, hein. Beaucoup de gens critiquent le fait que à tous les niveaux, on nivelle par le bas. Et cette histoire de pas quotidien, il faut bien vous dire qu'on nivelle par le bas également. À la base, on recommandait de faire 12 000 pas par jour. Et là, il y a des études qui montraient que c'était d'un point de vue longévité, santé cardiaque, que l'optimal, c'était 12 000 pas. Au-delà de ça, c'était pas forcément nécessaire, mais 12 000 pas, c'était optimal. Ben, ils se sont bien rendus compte que pour marcher 12 000 pas, il fallait que tu marches entre 1 heure et demie et 2 heures par jour, et que c'était pas très faisable pour 95% des gens. ouais. On est d'accord, hein. Moi, je vais Mm. marcher 10 à 12 000 pas. Ça me prend 1 heure et quart, 1 heure et demie par jour, hein. Voilà, c'est quelque chose à planifier, à mettre en place progressivement. Moi, ça fait pas 20 ans que je fais ça, cette marche, hein. Ça fait 4 ans que c'est venu progressivement. Donc, 12 000 pas, c'était trop difficile. Alors, ils ont mis, OK, faites 10 000 pas par jour. Donc voilà, vers 10 000 pas. Donc déjà, on a nivelé vers le bas. Après, ils se sont rendus compte que 10 000 pas, personne ne les faisait parce que ça paraissait déjà inatteignable à beaucoup de personnes. Et parce que ça paraît inatteignable, toujours le côté mental, c'est inatteignable, c'est le tout ou rien. Ah, je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Donc voilà, on a encore nivelé par le bas. Et maintenant, je crois que les recommandations, c'est entre 7 000 et 8 000 pas par jour. Donc on est bien loin des 12 000 pas, tu vois. Mais si tu fais 1 000 pas par jour, va déjà viser faire 7 000 pas, ce sera déjà pas mal. Et Mm. après, tu sais que si tu es aux 7 000 pas, vise plus haut. Tu sais que vers les 12 000, tu auras en plus un impact sur ta santé cardiaque et la longévité. Et ça, c'est des études scientifiques faites sur des décennies. Donc, je parle sur décennies, sur 30 ans, faites sur des dizaines de milliers de personnes. Donc, allez marcher. Allez marcher. Et j'ai envie de rajouter tout le côté. Alors évidemment, tout ce que tu as dit, enfin, ça me parle, quoi. On est d'accord là-dessus. Et il y a tout le côté mental aussi. Je sais que beaucoup de génies de l'époque trouvaient leur solution pendant qu'ils marchaient. Essayez, allez une fois marcher sans musique, sans rien. Juste 1 heure, une demi-heure. Je veux dire, votre cerveau, enfin notre cerveau, parce que le mien, il en fait partie, notre cerveau, il n'aime pas le vide. Et du coup, il va être obligé de faire des choses pendant qu'on marche. Ouais. Et c'est là où le divertissement, qui est de la même racine que diversion, est un problème, c'est on n'est plus en contact avec nous-mêmes, en fait. Et en marchant sans musique, on va commencer à penser à plein de trucs. Et plus on va marcher, plus on va prendre cet exercice à cœur, et plus on va rentrer en profondeur. C'est pour ça que j'aime beaucoup la marche aussi, c'est pour tout ce que ça me permet de réfléchir en fait pendant que je marche. Et des fois j'envoie des messages, putain ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pu parler, il faut que je prenne des nouvelles, tu vois. Soit ça, soit sur des projets. J'ai des fois je t'envoie des trucs, ouais ça ce serait cool, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. Ça ce serait cool d'essayer. Et en fait c'est pendant que je marche, tu vois, que tout ça, ça vient. C'est parce que la petite activité physique, ça nous fait faire quelque chose, et en plus de ça, notre cerveau, il peut réfléchir, quoi. Donc, tout le côté mental, la marche, c'est génial. Je ne peux que valider. Je ne peux que Ouais. valider ce que tu viens de dire. Alors moi, je vais te dire une chose. Dans un premier temps, quand j'ai des personnes que j'accompagne qui ne marchent pas du tout, je leur dis, si au pire, voilà, il faut que tu écoutes la musique ou que tu écoutes quelque chose pour aller marcher, fais-le, tu vois. Mets quelque chose dans tes oreilles. Mais après, tu as raison. Euh, S'il n'y a pas de divertissement, tout vide est appelé à être comblé, tu vois. Donc, tu fais le Mm, vide, tu vas marcher, il n'y a pas d'écouteurs, pas rien qui passe au niveau du cerveau. Et après, tu vas même marcher avec une intention, quoi. Tu dis, je vais mm, marcher, tu te poses une question. Tiens, je me pose telle question dans la vie, tu vas marcher. Et potentiellement, des fois, il y a des réponses qui peuvent émerger comme ça. Et là, c'est valable pour la marche, mais je vais te dire, c'est valable pour tout autre moment dans ta mm, journée où tu es soumis au divertissement et à la diversion, ne serait-ce que voyager en voiture. Moi, j'ai déjà mm. fait 4 heures de bagnole sans la radio.
mais je peux te dire que toutes les idées qui me viennent en tête, tu vois, ou toutes les petites questions que je me posais euh, au fil des jours précédents, au cours des jours précédents, eh ben, j'avais des idées qui me venaient, des réponses à ces questions. Tu vois, c'est très simple. Même des fois, je vais chercher ma femme au train, j'ai 5 minutes en bagnole. Souvent, il y a la radio qui s'allume automatiquement, et donc tu es diverti, donc ça meuble ton cerveau. Et des fois, volontairement, j'éteins la radio. Et quand il y a des questions que je me pose par rapport ben, des sujets d'articles ou des questions que mes clients m'ont posées auxquelles j'ai pas pu répondre tout de suite, ou il y a des Mhm. sujets sur lesquels je voudrais développer, eh bien, souvent, sur ces 5 minutes de calme, j'ai la réponse qui arrive. J'ai Mhm. la réponse qui arrive. Parce que mon cerveau a le temps de cogiter, de faire ce travail d'introspection et de tri des informations et me recrache la réponse. Donc voilà, sur ce qu'on a dit déjà sur le début de ce Naturocast, allez marcher. Et deux, un peu moins de diversion, votre cerveau va travailler et vous donner des réponses. Alors, je sais pas, il y a un truc qui me vient en tête là. Est-ce qu'on lancerait pas un petit challenge là, mais sans être distrait? Mais sans être distrait. Donc en Ouais. fait, les règles du jeu, ce serait quoi? Marcher sans podcast, sans musique dans les... Ouais, Et si on est en bagnole ou en transport en commun, pas de pas de musique. diversion, pas de musique. Bah écoutez, si vous nous écoutez, c'est parti pour le mois de mai, sans distraction. Pas de musique quand vous allez marcher, ni de podcast, pas de musique en voiture, ni rien du tout. Et puis, faites fonctionner votre cerveau. Ouais. À partir du moment où vous voulez écouter de la musique, c'est un moment choisi, quoi. Enfin, moi, je sais que il y a quelques mois de ça, j'avais fait pareil, un mois sans musique le matin, c'est dans la voiture, et j'ai 45 minutes de route, un truc comme ça. Ah, c'est dingue ce qui se passe dans ton cerveau, quoi. Parce que tu réfléchis à plein de trucs, et c'est comme la marche. Tu sais, je fais beaucoup de rando, de gros treks. Et là, forcément, t'as pas de musique, t'as rien, t'as pas de distraction. Je crois que c'est dans ces moments-là où j'ai pris les meilleures décisions dans ma vie. C'est dans ces moments de marche, tu vois, où tu es avec toi-même. Enfin, déjà, il y a tout le contexte, tu vois, c'est l'introspection, mais il y a pas de. Tu marches toute la journée sans avoir d'écouteurs, sans être sur le téléphone. Parce que si t'es sur ton téléphone, tu niques ta batterie, et comme tu peux pas recharger tout le temps. Enfin bref, tu vois, il y a tout un truc là-dessus. Mais je veux dire, c'est dingue les leçons que t'en tires, quoi. Mm. Donc, mais sans être distrait. Mais sans C'est parti. distraction, c'est parti. Tu le fais? Bah, c'est parti, hein, c'est obligé. Eh Hein. On est le ben. 1er mai, là, en plus, au moment où on tourne Ouais. ça, c'est parti. Et sinon, bah, écoute, pour la suite, on a parlé de toi, où tu en étais. Ouais. Moi, de mon côté, ben, comme je te dis, là, je vais partir en Espagne pendant 15 jours ou déjà sur une grosse semaine, enfin sur une semaine, je vais m'occuper de presque 10 personnes. On va être 10 au total avec moi sur ce stage en Espagne. Donc ça, déjà, ça va meubler pas mal. Toi, ça me demandait pas mal d'énergie. Je vais Mm. essayer de filmer au mieux, mais toi, je suis pas mal, pas stressé, mais toi, j'ai envie que ça se passe vraiment bien, Ouais. que les gens kiffent le moment, qu'ils en aient pour leur argent, tu vois, bien évidemment, et que je sois vraiment au rendez-vous. Donc, toi, entre aller sur les zones d'entraînement, m'entraîner, préparer à manger pour les gars, parce que c'est ça qui va me prendre du temps, en fait. Préparer à manger pour 9 personnes sur le laps de temps où on rentre d'entraînement et faire en sorte que ce soit des belles assiettes, que ce soit Mm. qualitatif, refaire les courses régulièrement, être là pour aider les gens pour qu'ils puissent vraiment savourer, aller au bon endroit, au bon moment. Donc ça me travaille un peu, mais je suis confiant. Donc ça, c'est la première partie de mai. Et après, à mon retour, je vais continuer de bosser un peu sur un programme. Je prépare un programme d'entraînement physique que je, Ok. que je mettrai en ligne, en vente sur mon site. Et c'est un programme d'entraînement que je fais. Donc, ce que je vends, c'est comme tout, hein. Ce que je vends, c'est ce que je fais. Que je fais déjà depuis l'année dernière et que j'améliore, que j'améliore. Pour que ça aille à la fois aux gens qui ont peu de matériel, mais il faut du matériel à la maison. Donc le but, c'est d'avoir juste, c'est déjà ça, hein, c'est des gens qui sont motivés, quoi, qui veulent être en forme
une paire d'haltères, une barre, une grande barre avec des poids et un banc de muscu, au moins, tu vois. S'il y a une barre de traction, après, c'est encore mieux. Donc ça, et de pouvoir s'entraîner pas très longtemps, mais quasiment tous les jours, tu vois, pour maintenir un certain volume d'entraînement, mais toujours à bonne intensité. Le but ne sera pas de devenir powerlifter et de battre ses reps max, tu vois. Le but, c'est vraiment de stimuler son corps dans un minimum de temps possible, mais intelligemment, tu vois. Hmm. Et donc, c'est quelque chose que je fais personnellement, où je m'entraîne en muscu. Je l'ai écrit dans un dernier article qui est en ligne sur mon site. Je m'entraîne entre 30 et 45 minutes maxi. En général, c'est 30 minutes en muscu, où en fait, je fais 2 à 3 exercices dans ma journée. Ok. Euh, donc, en fait, c'est un mouvement de base. Ça peut être du squat, par exemple. Et derrière, ça peut être un exercice d'isolation triceps. Et à la fin, je vais faire une séquence d'abdos. Et les abdos, ça va être optionnel, toi, si vraiment j'ai le temps. Mais si je prends juste les 2 mouvements de base, je sais qu'en 30 minutes maxi, c'est plié. Tu vois, échauffement inclus. Ouais. C'est pour aller à l'essentiel. Et ça, je m'entraîne en muscu comme ça, 6 jours par semaine. Et en plus, comme je prépare des triathlons, je me fais soit un entraînement, soit de vélo, soit de course à pied, soit de natation, ou de jiu-jitsu brésilien. Et ça, 6 jours par semaine, et je prends un jour de repos. Et vraiment, j'ai fait des stories dernièrement sur Instagram. Vous voyez mon physique? Alors oui, bien évidemment, hein, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je m'entraîne, je calibre ma bouffe, je mange en quantité, en qualité, et je fais ça, vraiment, je me focalise dessus. Donc, bah, il n'y a pas de secret, hein, ça paye physiquement. Hmm. Mais en m'entraînant moins en volume, je vois que je maintiens bien ce que je fais en termes de volume musculaire, je le maintiens malgré les entraînements liés au triathlon, tu vois, on pourrait dire, on fait du cardio, on perd du muscle. Mais comme j'ai une activité de stimulation musculaire, ben, tu sais, la muscu, ça aide aussi Ouais. à retenir le muscle. Et en parallèle, bien sûr, dans l'alimentation, je mange assez de protéines aussi pour retenir assez de protéines et assez de calories. Mais ce programme, je bosse vraiment dessus. J'ai déjà vraiment jeté le premier plan. Il faut que je fasse les ajustements. Et je me pose encore la question de savoir si je dois me filmer, moi, sur tous les mouvements que je vais proposer, parce que je voudrais aussi proposer verbalement les nuances dans la pratique de l'entraînement. Tu vois, c'est un mouvement de musculation, ça n'est pas qu'un mouvement. Hmm. C'est aussi comment on le conscientise, c'est la connexion cerveau-muscle, c'est quelle cadence, quel tempo, tu vois, qu'est-ce qu'on cherche à Ouais. cibler. Et je pense que j'ai vraiment envie de filmer, de commenter tout ça. Donc ça va prendre plus de temps. Et j'aimerais sortir ce programme pour Ouais. juillet. Juin, juillet. Sur le papier, et là, je pourrais déjà vendre le programme sur le papier. Mais je pense que le faire correctement, avec toutes les vidéos, ça pourrait être fait aussi, mais ça prendra plus Ok. de temps. Alors, j'ai l'option aussi, je vends le programme papier et après, je vends le programme papier et vidéo, tu vois, en deux formules, parce que forcément, hein, si je filme tout, ça me prend énormément de temps, la connexion enfin, le téléchargement, les montages vidéo. Ouais. Donc, le tarif, il sera pas forcément le même, bien évidemment, mais je ferai pas non plus un truc à 50 euros. Ce sera moins que ça. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous, Ok. si vous regardez, qu'est-ce que vous voudriez? Est-ce que vous voudriez juste un programme papier écrit avec quand même des indications techniques écrites, ou vous voudriez le format papier et toutes les vidéos des exercices réalisés avec mes commentaires appropriés. Dites-le moi en commentaire, ça m'aidera dans mes choix et pour comment faire ça. Finalement, c'est un peu le programme de celui qui fait autre chose à côté, quoi, qui veut qui a d'autres projets, je sais pas, comme par exemple le JB, qui prépare des compètes de JB, ou qui prépare des triathlons, des marathons, ou que sais-je. C'est ça, mais avec vraiment une optique euh, musculation Ouais, musculaire visuelle, tu vois, et pas préparation physique. Tu vois, c'est pas ouais, je fais ça pour être performant dans le jiu-jitsu ou performant dans le triathlon. Parce que la ouais, musculation, par rapport à mes objectifs de triathlon, là, va, oui, ça aide pour certaines choses, hein, bien évidemment, hein.
comme devenir plus fort, avoir des muscles et des tendons, des articulations renforcés par la pratique de la musculation, bah, t'aidera dans la prévention de blessures, dans le jiu-jitsu et dans tout Ouais. autre sport. Bien évidemment, la musculation aidera beaucoup. Mais moi, c'est vraiment à but premier dans ma tête, hein. C'est le côté visuel, esthétique. Mais comme je le pratique déjà depuis un an, je sais que je le fais en parallèle du jiu-jitsu, en parallèle du triathlon. Bah, ça ne m'a apporté que des bénéfices, tu vois, en plus Mm. des résultats visuels. Donc voilà, c'est vraiment ça. Comme tu l'as dit, ça peut être aussi pour quelqu'un qui travaille Ouais. ou un parent, tu vois. Tu dis, ben, je suis parent, j'ai peu de temps à allouer à moi-même. Tu sais, souvent, on va Mm. sacrifier notre propre temps au profit des autres. Dire, ben, ok, ben, vas-y, tu as 30 minutes, tu as le matos chez toi. Eh ben, vas-y, tu as 30 minutes, tu prends 30 minutes, tu as fait deux exercices, c'est peu de temps de repos, c'est ça, tu le fais de telle façon, temps de répétition, en avant. En 30 minutes, c'est fait. Tu poses les Ouais. barres, tu vas prendre ta douche, et encore, des fois, tu n'as pas transpiré, et c'est bon, c'est parti. Donc, ça peut être un parent, et ça peut être voilà, quelqu'un qui bosse Mm. en télétravail, par exemple, ou qui bosse et qui n'a que 30 minutes pour aller s'entraîner le midi, ben, il a son petit programme, il va à la salle, il sait qu'il a que deux exercices, donc déjà, il gagne du temps à la salle parce qu'il n'a pas besoin de faire la queue sur tous les accessoires, et boum, c'est parti, Ouais. il s'entraîne. Donc, tu vois, c'est vraiment cette optique, mais il faut du volume, donc c'est pour ça que c'est 6 entraînements par semaine. Il faut du volume, voilà. Ok. Après, voilà, c'est comme tout. C'est pas parce qu'on peut pas faire 6 fois par semaine qu'il faut rien faire. Ouais, je suis d'accord, hein. Voilà, il faut trouver ce qui nous convient. Mais voilà ce que j'ai envie de proposer parce que c'est quelque chose que je mets en place, moi je suis père de famille, je suis multisport, j'ai du boulot aussi, quoi. Je passe pas que mon temps à m'entraîner, à aller marcher et à faire à manger. Tu vois, mais malgré ça, j'arrive à m'entraîner quand même de manière adéquate pour entretenir et devoir développer ce physique. Donc ça, c'est important. Donc ça, voilà, c'est les choses sur lesquelles je vais bosser aussi sur les prochaines semaines et Ok. mois et que j'ai envie de Super. proposer. Donc dites-moi en commentaire comment vous voulez voir la chose. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Nico? Non. Non? Par rapport à ça, on peut peut-être commencer aux questions comme tu en as beaucoup Eh et que ben moi, ouais, deux, trois. donc si vous m'écoutez sur Spotify ou sur YouTube, si vous nous écoutez, j'avais fait une story sur Insta, dit posez-moi vos questions. Sport, naturopathie, nutrition. Et pareil, Nico, tu as fait la même. Euh, j'ai reçu 12 questions. Ça fait beaucoup. Alors, on va peut-être pas répondre à toutes là. On va essayer de sélectionner. Et toi aussi, tu as eu des questions. Ouais. Est-ce que tu... Est-ce Vas-y. qu'on commence par toi? On commence par tes questions. Ah, vas-y, c'est parti. Juste l'afficher. Alors. Oh là là, les doubles biceps. Ah oui, pour ceux qui voient pas là, ouais, ça donne ça. Là, quand on mange bien, qu'on s'entraîne bien, ça fait des gros bras. Alors. Allez, les questions, Nico. Donc, justement, c'est mon pote Midi qui m'a posé la question. Donc, il m'a dit, j'aimerais refaire ma flore intestinale avec une cure de pro et prébiotiques, avec des astuces ou compléments simples, accessibles. Vous conseillez quoi? Alors déjà, pour tout ce qui est santé intestinale, dans un premier temps, moi, ce que je conseillerais, hein, c'est ça, déjà d'éviter les aliments et les choses qu'on consomme régulièrement, qu'on sait qui viennent perturber le fonctionnement digestif. Donc c'est revoir son alimentation quotidienne. Euh, S'il a pu déjà noter des aliments qui lui posaient des inconforts, des Ouais, ballonnements, des gaz, des fatigues digestives. Donc déjà, c'est une base. Déjà, avant de dire qu'est-ce que je dois prendre, c'est déjà qu'est-ce que je dois éviter, retirer, tu vois. Donc déjà, prendre ça. Ensuite, une fois qu'il t'a fait le tri, midi, moi, ce que je te conseillerais, c'est avant de prendre des compléments, c'est déjà tout ce qui est prébiotique, donc ce qui va être en amont, ce qui va nourrir notre flore intestinale, donc prébiotique, ça va être déjà tout ce qui est fruits et légumes, déjà. Fruits et légumes, variés, variés. ouais. Euh, Après, la saison à laquelle on est, ce qui est intéressant, c'est les artichauts. Les Les asperges? artichauts, les asperges. Dedans, en fait, il y a un prébiotique qu'on appelle l'inuline.
L'inuline, donc c'est un des prébiotiques. En fait, si on prend des compléments alimentaires, tu verras les compléments de prébiotiques, dedans, il y a de l'inuline. Alors, je veux dire, autant s'alimenter avec des aliments qui contiennent de l'inuline. Et tu en as, par exemple, à cette époque, au printemps, dans les asperges et dans les artichauts. Tu en auras aussi, bien évidemment, dans les fruits comme la pomme, hein. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc, déjà, l'alimentation en premier. Ensuite, tout ce qui est probiotique, ben, les aliments fermentés, on en a déjà parlé, mais tout ce qui est légumes lacto-fermentés, donc comme le chou à choucroute, donc Mm. qu'il faut manger cru, hein, bien évidemment, hein, pas cuit, hein, parce que si tu fais cuire, tu vas tuer une partie des probiotiques qui sont dedans, hein, de ces bactéries. Donc tout ce qui est légumes lacto-fermentés, choucroute, légumes lacto-fermentés qui se vendent comme ça, dans les magasins bio ou que tu fais toi-même. Et donc, il y a la chaîne Équilibre alimentaire de notre ami Yanis, où il te donne aussi des recettes pour faire. Moi, je sais que je fais pas mal d'aliments lacto-fermentés chez moi. Tu as aussi tout ce qui est kéfir, kéfir de fruits, kéfir de lait. Donc, ça, c'est à bosser dessus. Et ensuite, les compléments. Après, les compléments, il suffit d'aller déjà sur une marque qui a pignon sur rue. Et en termes de prébiotiques, je ne pourrais pas te donner d'indication. D'ailleurs, moi, je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit, hein. Mais en probiotiques, alors, je sais que la marque NutriPure fait des probiotiques, mais en général, une des boîtes qui est assez connue là-dessus, c'est la marque Pilège. La marque Pilège que tu peux trouver en pharmacie ou sur Internet, Pilege. Et ils ont souvent, enfin, ils sont assez connus pour leurs compléments en probiotiques. Voilà ce que moi je pourrais proposer. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu aurais comme Ouais. conseil? Ouais, après, c'est ça, en fait, ce qui est compliqué avec les probiotiques, c'est qu'il y a des probiotiques qui vont à des personnes et qui ne vont pas à d'autres. C'est très. Je pense que tu seras d'accord avec moi, le microbiote, c'est un peu la carte d'identité de la personne. On n'a pas tous le même. Et donc, c'est là où c'est compliqué de faire des généralités. Mais c'est qu'après, moi, je suis comme toi, hein, je suis plus dans un premier temps hygiéniste, donc voir ce qui va venir impacter en fait ton microbiote intestinal, donc l'excès de sport, le surentraînement, euh, ou peut-être le sous-repos. Hein, ça c'est. Donc, Bonne question. est-ce que tu récupères bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que le sommeil aussi, ça va avoir un impact sur ton microbiote intestinal? Ou des choses toutes bêtes, tu vois, l'eau que tu bois, les aliments que tu manges. Si tu manges des aliments qui sont issus de, de maraîchage intensif qui sont vaporisés de pesticides, etc., forcément, tu vas venir abîmer tes muqueuses et ton microbiote intestinal. Si tu prends des médicaments, si tu prends beaucoup, beaucoup de médicaments, ce genre de choses, tu vas venir déglinguer ton microbiote intestinal. Donc déjà, voir un peu, faire l'état des lieux de tout ça et enlever les choses qui font du mal à ton microbiote. Tu veux dire quelque chose? Ouais, ouais, parce que toujours par rapport à la pédagogie, parce que pour Midi, puis pour tous celles et ceux qui nous écoutent, ce que tu as dit, c'est très vrai. Et par rapport aux produits chimiques qui sont mis sur l'agriculture intensive et les médicaments, certains médicaments. En fait, tu vois, on parle de probiotiques, des bactéries bio, la vie, hein. Bio, c'est la vie, dans la définition du mot. Euh, En fait, tous ces produits chimiques qu'on met sur l'agriculture intensive, on appelle ça maintenant des biocides, tu vois, qui tuent la vie. Euh, voilà, qui tuent la vie. Et d'un autre côté, tu as une catégorie de médicaments qu'on appelle les antibiotiques, tu vois, contre la vie. Tu as ceux qui tuent la vie et ceux qui sont contre la vie. Et d'un autre côté, probiotiques. Pro, c'est pour favoriser la vie. Donc en fait, si tu consommes des choses qui sont contre ou anti, qui tuent la vie, en fait, tu vas à l'inverse de ta vie intestinale. Donc ça, c'est la première chose. C'est notion. Enfin, c'est dire, merde, à quoi ça sert? Ça sert à tuer ça. Donc, ça va avoir un impact sur mes bactéries. Et donc, forcément, comme ça va avoir un impact sur mes bactéries, ça va avoir un effet néfaste sur ma santé digestive. Eh bien, prendre en compte que si la santé digestive ne va pas bien,
Il y a moins d'assimilation aussi, hein. Mm. Et l'autre point que je voulais évoquer et que je rencontre souvent, c'est que les gens qui ont des troubles du système digestif et surtout au niveau intestinal, ça vient souvent du fonctionnement de l'estomac. Ça vient souvent du fonctionnement de l'estomac. L'estomac qui est souvent surchargé par trop de mélanges alimentaires, trop de malbouffe, trop de café, et des fois tout ça mélangé d'un seul coup, ce qui fait qu'on affaiblit la capacité de l'estomac à produire de l'acide chlorhydrique et donc de digérer de manière optimale le bol alimentaire, ce qui fait que quand ça va arriver dans ton intestin, ce ne sera pas dégradé de manière optimale parce que dans l'estomac, on dégrade les choses. Tu vois, les protéines vont être découpées en acides aminés, par exemple. Mm. Et si c'est mal fait, ben déjà, ça va allonger ton temps de digestion, ralentir ton temps digestif, tu vas te sentir plus ballonné aussi. Donc, parce que tu as, de la masse qui prend du temps, qui reste, qui stagne, et puis tu vas remanger après en te disant, oui, mais j'ai attendu 4 heures avant de manger. Ouais, mais en fait, si ça n'a pas bien digéré parce que tu as passé d'acide chlorhydrique, c'est encore dans ton estomac, et donc tu viens alourdir encore, t'alourdir, tu te sens fatigué, c'est ballonné. Pourquoi? Ouais. Parce que tu as de la masse dans l'intestin, dans l'estomac, et voilà, et ça traîne. Donc des fois aussi revoir aussi cette santé de l'estomac, qualité d'alimentation, revoir ton hygiène de vie, savoir si tu manges rapidement, si tu prends le temps de manger, est-ce que tu bois en mangeant aussi, Mm. quelle quantité de liquide, toi, tout ça, c'est à prendre en compte. Et ça vaut le coup aussi des fois de prendre une séance pour refaire le point, pour repartir sur des bonnes bases. Bah, de toute façon, je vais l'appeler mon poteau. Alors, et puis, il y a aussi tout le truc de, ok, qu'est-ce qui te fait dire, parce qu'a priori, tu veux refaire une cure, enfin, tu veux faire une cure tu veux prendre soin de ton microbiote, mais qu'est-ce qui te fait dire que tu as des problèmes au microbiote? Qu'est-ce qui te fait dire que tu as un microbiote déréglé? Est-ce que c'est des ballonnements? Est-ce que c'est des gaz? Est-ce que c'est des difficultés à digérer certains aliments? Est-ce que c'est des problèmes émotionnels au niveau du mental, tu vois? Qu'est-ce qui te fait dire que tu as des problèmes du microbiote? Et ensuite, enfin, c'est lié en soi, mais à quel résultat est-ce que tu veux parvenir en prenant soin de ton microbiote intestinal? Est-ce que c'est avoir plus de patates, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Est-ce que tu veux mieux digérer certains aliments? Enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et c'est pas si évident ok, ça va pas bien, je prends une marque de probiotiques, comme ça c'est réglé. Enfin, voilà. Moi, je vais revenir là-dessus. Tu sais, moi, en jeune naturopathe, donc sorti d'école, donc je te dis 2015, euh, j'ai on était formés bon, par les profs, hein, mais ils avaient toujours un discours, oui, les probiotiques, et c'est surtout qu'en fait, les profs, ils n'étaient pas plus ou moins sponsorisés par des laboratoires, quoi, tu Ouais. vois, au final. Et je vais vous dire quelque chose, hein. Dans la naturopathie, c'est un peu comme dans la médecine conventionnelle. Dans la médecine conventionnelle, donc le médecin généraliste et tout, les laboratoires viennent pour vendre des médicaments, donc, OK, telle pathologie, tel médicament. Dans la naturopathie, donc là, on ne parle pas de l'hygiénisme, on parle dans la naturopathie. Moi, je suis démarché tous les jours, enfin tous les jours, toutes les semaines au moins, par un ou deux laboratoires qui veulent me faire vendre des compléments de plantes, de vitamines, de minéraux, de machin. Voilà, même si c'est naturel. Ça reste de la Mm. vente de compléments et en fait, c'est Tiens. juste, OK, un symptôme, un complément. On est sur la même chose qu'un symptôme, un médicament. Non, Ouais. ça n'incite pas à revoir son style de vie, ça. Mm. Et donc, sorti jeune naturopathe, eh ben, dès qu'il y avait un problème digestif, ben, qu'est-ce que je faisais? Eh ben, prenez tel probiotique. Alors, un coup sur deux, ça marchait. Un coup sur deux, ça marchait. Pour l'autre personne, ça marchait pas. Tu vois, tu te dis, ah merde, ben, voilà. En fait, je me suis aperçu avec le temps, maintenant, je ne conseille même plus de probiotiques, et ça fait quelques années quand même, de probiotiques, à part peut-être pour des cas particuliers. Et on en revient à soigner le style alimentaire et l'hygiène de vie, et ça a beaucoup plus d'impact. Je vois ce matin, là, avant cet entretien, j'étais avec un client, on a commencé il y a 2 mois ensemble, avec beaucoup de gaz, des ballonnements et des sels non moulés. Juste en changeant un peu l'alimentation et la façon, la vitesse à laquelle il mange, maintenant il a plus de gaz et les sels sont moulés et il a plus de problème digestif. Tu vois? Alors que Mm. l'ancien moi, j'aurais dit, ou s'il avait voulu bosser tout seul, dire, ah bah tiens, j'ai entendu dire que j'ai mal au ventre, il faut que je prenne des probiotiques, ça aurait peut-être été pire. Tu vois. Et Mm. moi-même, j'ai fait le test, j'avais pris des probiotiques, juste voilà, parce que je m'étais fait laver le cerveau, dire, tiens, prends les probiotiques. J'ai pris les probiotiques, c'était censé être le miracle.
putain, j'ai jamais eu autant le ventre ballonné, tu Ouais. vois, que quand j'étais vegan. C'est la petite pique pour les végans. Mais je rigole, hein, t'inquiète. Mais voilà, j'étais hyper ballonné parce que j'ai pris ces probiotiques. Pourquoi? Ben, pas forcément. C'est tout un équilibre qui se passe, qui est présent dans notre ventre. Et l'ajout de bactéries ben, va déséquilibrer ça. Et donc, ben, Mm. on va favoriser certains qui vont peut-être engendrer ces gaz ou autres. Et donc, des fois, mieux vaut pas toucher et Ouais. mieux vaut mettre des aliments probiotiques dans lesquels il y a des bactéries, mais en microdose par rapport à ce qu'on vous met dans les gélules, qui fait que l'équilibre va se reformer progressivement sans symptômes et en améliorant justement ce que vous avez. Ouais. Et en sachant qu'en plus, votre microbiote évolue en fonction de de ce que vous mangez, quoi. C'est pas, vous avez ce microbiote et c'est réglé, quoi. Donc si vous prenez des, je sais pas, si vous prenez des microbiotes, des probiotiques qui sont avec des souches de bactéries qui privilégient certains nutriments, certains aliments, et que vous leur apportez pas, bah, soit ils se barrent, ou soit ils font la révolution, et il y a des dysbioses, quoi. Donc, Ouais. c'est pas aussi évident. On comprend. En fait, on arrive à. J'avais écouté un podcast de Julien Pinot justement par rapport à ça. Il dit qu'en gros, le microbiote, on en est à peine au début, quoi. On sait à peu près dire, tiens, ça c'est telle bactérie, mais on connaît pas du tout comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est assez dingue. Ouais, je pense on est très loin de trouver la réponse, si tant est qu'il y ait une réponse, tu vois. Ouais, Tu non, vois, mais c'est clair. à ce rythme-là, je pense qu'on va pas répondre aux 12 questions parce qu'en fait, on pourrait faire un podcast sur chaque question, tu vois. Ouais. Déjà, la question de midi est super intéressante, tu vois, Mm. et ça nous permet de développer et en même temps de faire de la pédagogie là-dessus, j'espère. Et bien sûr, ce qu'on dit, on n'est pas des experts non plus. On partage notre expérience, nos connaissances, et forcément, il y aura certainement des gens beaucoup plus qualifiés que nous pour parler du microbiote, bien évidemment. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment des bases sur lesquelles il faut méditer et déjà à penser pour vous-même. Donc, comme je disais, on va peut-être pas répondre à toutes les questions, mais on va sélectionner. Mais je vais répondre à la question d'un certain Nico. Faut-il parler de surentraînement ou de sous-repos? Surentraînement ou sous-repos? C'est vrai que très souvent, on pourrait dire, ouais, tu es en surentraînement parce que tu t'entraînes beaucoup, parce qu'on va mettre quelqu'un dans une case dans le cadre d'un surentraînement, parce qu'on va dire, OK, bah, tu t'entraînes peut-être 12 heures dans ta semaine ou 20 heures et tu as tel symptôme. Donc, tu as de la fatigue, tu te blesses, tu dors mal, tu as des troubles digestifs. C'est des exemples, hein, bien évidemment, de symptômes. Et on va dire, bah ouais, mais vu ton style de vie et ton niveau d'entraînement, tu as ces symptômes. Donc, ce niveau d'entraînement fait que ça va te mettre dans une case, la case qu'on va appeler surentraînement. D'un autre côté, on pourrait dire, oui, c'est du sous-repos, parce que comme je t'ai dit, dans les différents facteurs, donc il y a ton entraînement, tes symptômes et ton style de vie. Là, il y a ce style de vie. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie en dehors de tes entraînements? Et c'est là que moi, je reviens souvent quand j'accompagne quelqu'un qui a des symptômes et que je pourrais mettre dans le cadre du surentraînement, eh ben, je fais toujours le rappel des piliers de la santé. Et dans le pilier de la santé, il y a ben, bien sûr le sommeil, l'hydratation et l'alimentation. Et la gestion du stress. Donc sur les 6 piliers, moi je mets ces 4 piliers par rapport à cet entraînement, à ces entraînements. Parce que il faut prendre en compte que en fonction du nombre d'heures que tu t'entraînes, et apprendre aussi la progression, tu vois, parce que des fois tu es à 12 heures d'entraînement, mais à combien tu étais un mois avant? Si tu passes de Mm. 8 heures à 12 heures, ça fait un gros écart. Mais il faut prendre en compte que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas créer des besoins dans ton corps. Mm. Plus tu crées des besoins. Donc, plus tu t'entraînes, plus tu te dépenses, donc plus tu as une dépense énergétique. Donc, il faut aussi combler d'un point de vue alimentaire cette dépense énergétique. Parce que euh, si tu t'entraînes autant, c'est pas que pour la perte de poids, hein, c'est pour la performance. Et donc, pour être Mm. performant, il faut avoir assez de briques de construction, de régénération et d'outils pour performer. Donc, il faut avoir l'alimentation en conséquence,
l'hydratation, parce que si tu t'entraînes plus en général, ben, tu vas perdre plus d'eau, donc il faut t'hydrater. Et avec les minéraux, oligo-éléments qui vont avec, hein, parce qu'il n'y a pas que l'eau hein, à proprement parler, hein. C'est tout ce qui est micronutriments qui est lié à cette déperdition hydrique. La gestion du stress, parce que forcément, cette activité physique, ça va être un stress physique. Déjà, l'activité physique, ça reste un stress physique, mais ça peut représenter aussi un stress mental, parce que bah, c'est euh, quand est-ce que je place mes entraînements? Merde, je m'engueule avec ma femme parce que je dois aller m'entraîner. Quand est-ce que je place mes entraînements parce qu'il y a le travail? Il faut que je me déplace, il faut que je me dépêche de finir mon entraînement parce que je vais être en retard. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toutes ces charges mentales, parce que plus tu as de volume d'entraînement, plus ça empiète sur ta vie. Et après, il y a le sommeil. Après, il y a le sommeil. Et si tu as une charge, déjà, pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas, on va conseiller de dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit. Effective. Et donc, si tu t'entraînes 10 heures par semaine, et plus, hein, et même moins, et que tu dors déjà moins de 7 heures, déjà, tu te mets une grosse balle dans le pied. Mm. Tu vois, déjà. Donc, si tu viens me voir en disant, bah, OK, je m'entraîne X heures par semaine, j'ai tel symptôme, eh ben, il faudra se dire, c'est pas du surentraînement. En fonction de comment on va définir ton style de vie, en fonction de ce Ouais, qui va ressortir de ce style de vie, de comment tu manges, comment tu bois, comment tu dors, comment tu gères ton stress, on va te mettre en état de surentraînement ou sous-repos. Tu vois? Parce que peut-être que tu peux être optimal sur les quantités de calories que tu consommes, l'hydratation, ou tu vois, tu vas pas pouvoir manger plus parce que ton système digestif te permet pas de plus manger et ouais, tout, et que manger plus pourrait ne pas te permettre de t'entraîner correctement, ou ça impacterait aussi ton style de vie. Tu peux pas boire plus parce qu'après, physiologiquement, c'est même plus sain. Euh, tu peux pas dormir plus parce que tu dors 10 heures par jour, tu fais la nuit et autres, et qu'après, bah, tu gères ton stress magnifiquement en faisant de la méditation, des techniques de respiration, ouais, gestion du système parasympathique. Bah là, je vais te dire, on peut pas être plus optimal dans le style de vie, dans les piliers de la santé. Et même certains compléments pourraient peut-être aider, toi, on pourrait peut-être jouer là-dessus, mais ça ne sauverait pas tout. Donc là, moi, je te mettrais dans la case surentraînement. Mais c'est très rare. ouais. Les personnes qui rentrent là-dedans. Tu vois, en fait, souvent, c'est le sous-repos. Et dans le sous-repos, ben, l'alimentation fait partie de la récupération. Au repos, toi, sous-repos, sous-récupération. Mm. L'alimentation, l'hydratation, la gestion du sommeil. Et donc, moi, je te dis que c'est plus souvent sous-récupération, sous-repos que sur-entraînement. Ok, merci. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose? Bah, franchement, t'as tout dit, hein. Bon, bah, parfait. Alors, si j'ai tout dit, yes! Question suivante. Question suivante. Euh, je vais répondre à Omer Koskoun, 10, c'est son pseudo sur Instagram, qui me pose la question, combien de fois consommer des abats par semaine? Alors, les abats, ce que je vais considérer comme abats, cervelle, les riz de veau, les rognons, les gésiers, le foie, le cœur, les tripes, voilà, la queue de bœuf, par exemple. Tout ça, on va mettre ça dans les abats. J'avais peut-être oublié au passage, hein. Combien de fois en manger par semaine? Bah, question très difficile. Moi, je vais te dire que tu pourrais en manger tous les jours, mais c'est comme tout. Ça va dépendre de la qualité et de la quantité que tu en consommes. Moi, des abats, je pourrais en manger tous les jours. Un jour, ça pourrait être des tripes, le lendemain du foie, après des gésiers, après de la langue de bœuf. Voilà, je pourrais en manger tous les jours. Après, est-ce qu'on s'expose à des choses qui pourraient être néfastes pour notre organisme? Potentiellement. Mais je vais vous dire, c'est comme tout. Si tu manges du pain ou des pâtes tous les jours, tu t'exposes potentiellement à ce que ce pain et ces pâtes véhiculent en eux tous les jours. Si tu manges des abats, comme je l'ai dit souvent, on est ce qu'on mange et on est ce qu'on mange à manger. Si l'animal que tu as mangé
à bouffer que de la merde, tu retrouveras dans ses organes certains déchets métaboliques, certaines toxines, bien évidemment. Euh, Ensuite, moi, mon conseil là-dessus, c'est de manger souvent, enfin, de manger des abats d'animaux jeunes. Des animaux jeunes. Pourquoi? Parce que comme ils ont eu un temps de vie réduit, malheureusement pour eux, mais merci pour nous, un temps de vie réduit, ils ont été exposés très peu de temps aux potentiels pesticides qu'il pourrait y avoir dans leur alimentation euh, ou produire des déchets. Tu vois? Donc voilà, si tu prends par exemple des foies de volaille, on sait que même si c'est de qualité, euh, la volaille va pas vivre 4 ans, ni même 5 ans avant, quand on va te vendre des foies de volaille, hein. Les foies de volaille, si la poule elle a vécu 1 an déjà, c'est beau, tu vois. Donc je vais te dire qu'au final, elle a été très peu exposée à ce qui pourrait être des polluants et néfastes à ton corps. En revanche, je pense qu'il y a plus de bénéfices à manger des abats régulièrement, puisque il est souvent montré dans les analyses que les abats vont contenir toutes les vitamines, bien évidemment en fonction des abats qu'on va manger. Mais si je prends le foie, ça va contenir toutes les vitamines du spectre vitaminique, à part la vitamine C, voilà, en eux. Donc en fait, tu vas manger des aliments qui sont denses nutritionnellement tous les jours. Donc tu auras plus de bénéfices à prendre des abats tous les jours plutôt que de manger du blanc de poulet tous les jours et de te complémenter avec un multivitamine. Voilà, aussi il y a cette logique-là. Après, c'est comme tout, il faut diversifier les sources. Moi, je te dis, cette semaine, j'ai mangé du foie de volaille, j'ai mangé du cœur de bœuf, j'ai mangé de la langue de bœuf hier soir et j'ai de la queue de bœuf qui est en train de mijoter. Tu vois. Et ça va être mangé cette semaine. Je peux faire des analyses. Voilà, peut-être que les analyses vont me dire que je suis riche en métaux lourds et autres, mais ce sera peut-être pas forcément lié aux abats, mais peut-être plus au thon en boîte que je me suis enfilé dans ma jeunesse. Tu vois? C'est ça aussi. Thon en boîte qui, au final, va t'apporter des protéines, certes, mais peut-être pas toutes les vitamines que tu pourrais retrouver dans les abats. Donc, pour répondre à ta question, combien de fois par semaine? Je vais te dire, si déjà tu en manges au moins une fois par semaine, ce sera bien. Donc, ce serait déjà quel minimum tu devrais en manger. Donc, je vais te dire au moins une fois par semaine. Et après, si tu peux en manger 3 fois par semaine, eh ben, ce sera pas mal. En commençant par les abats que tu aimes, et après dans les proportions, comme si tu mangeais une portion de viande, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de tes objectifs et ce que tu as l'habitude de manger. Moi, si je dois me prendre 200 grammes de blanc de poulet, par exemple, pour atteindre mes objectifs protéiques, ou mes besoins, façon de parler en viande, on n'a pas forcément de besoin en viande, hein, mais je vais me prendre 200 grammes de langue de bœuf. Voilà, ou 200 grammes de foie de volaille. Parce que je les digère bien aussi. Il faut voir aussi comment ton système digestif se porte quand tu les consommes. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de tout? Bah, t'as encore une fois tout dit, hein. C'est vrai que moi, il y a la question de la qualité aussi, comme tu le disais. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé aussi un producteur local, tu vois, par rapport au foie de bœuf et au foie de volaille. Donc, j'ai mes sources. Donc, déjà, il faut aller un peu prospecter dans différents magasins, voir si tu arrives à trouver des trucs, des bons prix, et savoir comment. Et une fois que tu as trouvé tout ça, bah, on voit la sauce, hein. Si ça te fait kiffer, mange, hein. C'est vrai, hein, c'est ça. Bah ouais, c'est ça, hein. Et Et c'est je veux vrai que dire, tu auras moins, enfin, je veux dire, tu auras plus de bénéfices à manger des abats tous les jours que d'aller manger un hamburger, une pizza, un kebab, une barquette Findus, de hachis parmentier. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. ouais, C'est clair et net. La question ne se pose même pas parce que là, en fait, on est dans l'aliment brut, quoi. On est dans l'aliment brut, hein. mange-en autant que tu veux jusqu'à ce que ça te dégoûte. Et à partir du Voilà. moment où ça te dégoûte, faut passer à autre chose. Bon, on va passer à la prochaine question. Prochaine question. Ahmed. Ahmeda. Allez, Ahmeda. J'ai sélectionné expressément Ahmeda parce que c'est celui qui est toujours en train de critiquer le son, la qualité du son de notre vidéo, donc spécialement pour toi. Mais on s'arrange, ouais, j'espère que tout va bien, le son est bon. T'embrasse, Ahmed. Ah, il a la classe, il a la classe. Ahmed, alors tu nous as fait une question qui est assez large, mais
comment maintenir ton poids de forme avant une compétition quand tu as plus de 45 ans et que tu as une vie de famille? Ah, c'est pointu. Déjà, la notion de poids de forme. La notion de poids de forme, déjà, c'est à définir. Le poids de forme, déjà, c'est comment ça, c'est le poids auquel personnellement tu te sens performant pour ta compétition, pour performer le jour de la compétition et lors de tes entraînements. Tu vois? Et puis, alors, j'ai fait une connerie, j'ai dit une connerie là. C'est le poids auquel tu te sens bien pour performer au quotidien. Parce qu'après, il y a le poids compétition. Tu vois? Parce qu'à Médard, voilà, il faudra que tu vois aussi si le poids que tu fais à l'entraînement, bah, tu es déjà au poids pour ta compétition. Parce que j'imagine que tu fais du jiu-jitsu brésilien. Donc Ouais. voilà, savoir si tu dois encore perdre du poids. Parce qu'il y a poids de forme et poids de compétition. Ça, c'est le truc dans les catégories de combat de poids, c'est à prendre en compte. Mais si tu as déjà défini ton poids et que tu y es déjà et que tu es bien, déjà, tu as ce poids en tête. Ensuite, après, comment le maintenir quand tu as une vie de famille et que tu as plus de 45 ans? Ben, je vais dire, déjà, qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ce poids de forme et quelles sont les conditions qui t'ont mené à ce poids de forme? Et pour ensuite le maintenir. Donc déjà, c'est reproduire ces conditions et ensuite le maintenir. Ben, maintenir combien de temps? Combien de temps tu veux le maintenir? Si tu as une compétition, dans combien de temps a lieu cette compétition? Il y a plein de nuances là-dedans. Se dire, est-ce que je dois arriver à mon poids de forme longtemps avant la compétition ou pas? Parce qu'une fois que tu y es, oui, comme tu le dis, il faut le maintenir. Et la compétition, merde, elle est encore dans 2 mois. Il faut que je maintienne encore des efforts parce que, effectivement, une vie de famille, en fonction de ton organisation, en fonction de tes habitudes, en fonction de ton travail, ça va te demander plus ou moins d'efforts pour maintenir tout ça, maintenir ta performance à l'entraînement. Donc déjà, c'est en avance, de par ton expérience, parce que si tu as plus de 45 ans, c'est que tu as une certaine expérience quand même par le passé, c'est tirer les leçons du passé, dire, OK, je sais que j'aime bien tenir mon poids de forme pendant X temps. Par contre, si ça dépasse X semaines, c'est trop pour moi, c'est trop de contraintes. Et tu sais qu'à l'avenir, il va falloir que tu définisses ce temps, ce laps de temps avant une compétition dans lequel tu vas être à ton poids de forme, où tu te sens bien et autres. Voilà. Après, comment faire pour le maintenir? Bah, c'est qu'est-ce qui t'a permis d'y être et quel équilibre tu trouves avec ta femme, tes enfants et ton travail. Si après c'est vraiment très contraignant, bah, c'est que tu es arrivé trop tôt à ton poids de forme pour préparer ta compétition. Mais ce que moi je pourrais t'indiquer, c'est que en tirant les leçons des erreurs passées, on pourrait et on devrait organiser notre vie et aménager notre style de vie pour être à notre poids de forme toute notre vie. Ça, c'est comme moi je perçois la chose. Pas comme je pense la chose. Pour moi, et je veux dire, il y a JSP, Georges Saint-Pierre, il était comme ça aussi. C'est à être à un poids de forme en permanence. Que on dise, OK, tu as une compète tel moment, tu as un combat tel moment. OK, tu as juste à ajuster pour faire le petit cut pour être au poids, mais tu es déjà dans des conditions optimales pour t'entraîner et tu es toujours en forme. Mais en fait, ça demande de travail au quotidien sur ton style de vie au quotidien, sur comment tu manges, comment tu bois, comment tu dors. Et en fait, c'est ce style de vie que tu dois adapter en permanence pour que le maintien du poids de forme soit facile, tu vois, et que ce soit plus une contrainte. Je sais pas si j'ai bien réussi à le verbaliser, Nico. C'est assez difficile, toi, cette notion de poids de forme, mais il y a toujours cette notion de délai à prendre en compte et Mm. des contraintes du quotidien. Si- Ouais. Il y a aussi, moi, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Est-ce que tu parles de poids de forme, donc ça veut dire que tu dois fournir un effort pour être à ce poids de forme. Est-ce que si tu fais pas attention, tu as tendance à prendre du poids? Est-ce que si tu fais pas attention, tu as tendance à perdre du poids? Tu vois, déjà là, l'axe sera pas le même. Après, il y a des trucs très concrets, très concrètes pour prendre soin de son poids et de son alimentation. Du coup, c'est le meal prep, tu vois, par exemple.
Une fois que tu as établi tout ça, et que tu as répondu à toutes les questions dont Julien il parlait, c'est déjà à quel point est-ce que c'est important pour toi de rester au poids de forme? Qu'est-ce que ça signifie pour toi être au poids de forme? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Est-ce que rester au poids de forme, ça t'évite de devoir fournir des efforts intenses pour arriver le jour de la compète et devoir galérer et de prendre une semaine le chou tu sais, pour être au poids? Ou est-ce que être au poids de forme, ça te permet de te sentir bien dans ta tête, bien dans tes baskets, que tu aies envie de faire plein de trucs, que tu aies de l'énergie, quoi, finalement. Donc déjà, ça, c'est des questions auxquelles répondre. Et une fois que tu as mis en place ça, c'est ben, comment est-ce que tu gères, enfin, qu'est-ce que ça t'empêche de faire avec ta femme et enfin, avec ta famille, de vouloir être au poids de forme? Est-ce que ça te fait perdre du temps avec tes enfants, ta femme, pour ton boulot, parce que je sais il est en reconversion? En fait, qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Et puis ensuite, une fois que tu as répondu à ces questions, c'est trouver des entre-deux. Comment est-ce que je peux améliorer? Tiens, je me suis rendu compte que quand je veux être à mon poids de forme, je me prends trop la tête avec la bouffe. Il faut que je me prépare tout le temps à manger à côté. Peut-être que tu peux te faire des meal prep, tu vois, à ce moment-là. Après, tu peux inclure tes enfants, tu vois. Allez, papa, pour les compétitions de papa, on va préparer les plats pour toute la semaine. Les enfants, ils kiffent ça. Enfin, tu les inclus dans un truc et ils vont dire, putain, mon papa est trop fort. Enfin, il y a plein de questions et c'est vrai que comme c'est assez ouvert, c'est pas aussi simple que d'y répondre. Mais en tout cas, j'imagine que tu as plein de pistes là. Et de toute façon, on en rediscutera à l'entraînement quand, quand mes examens seront finis. Bon, on passe à une autre question. T'avais d'autres questions, toi, Nico? Non, pas de Non? trucs très... Ok. Je vais répondre. Je vais pas répondre on va pas répondre à toutes, mais on va en faire encore deux. Je vais répondre enfin, on va répondre à Fit fait Clochette. C'est le pseudo sur Insta. En gros, sa question, c'était il y a des antinutriments partout dans l'alimentation. Comment faire au mieux pour se dépatouiller avec tout ça, quoi. Tu vois. Ouais. Bah là, c'est principalement les végétaux, quoi, les antinutriments. Les antinutriments, principalement dans les végétaux. J'ai lu un très bon bouquin, Fit fait Clochette, qui s'appelle Les dangers cachés de l'alimentation saine. Voilà. En anglais, c'est le bouquin The Plant Paradox de Mm. Stephen Gundry. Donc déjà, numéro un, ce que je te conseille, c'est de lire ce bouquin, qui est très précis et dans lequel tu as des suggestions de plans repas si toi-même tu dois faire face à certains troubles et si vraiment ça t'intéresse tout ce côté antinutriments. Mais pour les autres, euh, les antinutriments, c'est des choses, ce sont des mécanismes de défense qu'il y a au sein des végétaux. Dites-vous une chose, une plante, elle ne bouge pas et sa seul moyen de survivre principalement, ça va être par les graines qui vont tomber de la fleur qu'elle va produire ou des noyaux du fruit. Euh, donc, si elle se fait bouffer avant, eh ben voilà, elle a peu de chances de se reproduire. Et donc, du coup, ben, en mécanisme de défense, quand un animal ou quelque chose va manger, eh ben, elle va déclencher des antinutriments qui sont en elle, donc au sein du système digestif de son prédateur, pour que justement, eh ben, ça, déjà, un, dissuader de se faire consommer par le prédateur, et deux, si le prédateur a consommé le fruit ou les graines de ce végétal, et ben en fait, le noyau ou la graine ressortent par les selles, bien évidemment, par le système digestif, pour perpétuer l'espèce. Parce que s'il était digéré complètement dégradé, ben les graines ne permettraient pas de reproduire l'espèce. Parce que je rappelle, le but de tout être vivant, nous inclus, c'est la perpétuation de l'espèce. Voilà. Mais les végétaux, alors nous on peut se défendre et tout, mais les végétaux ne peuvent pas. Donc eux, ils ont des mécanismes d'autodéfense. Alors après, il y a plein de noms qu'on va attribuer à ces antinutriments, comme les lectines principalement, on va appeler les lectines, toi, il y en a plein d'autres.
On en trouve partout, dans tout ce qu'on mange en termes de végétaux. Mais il y a des végétaux qui en contiennent plus que d'autres. Les produits céréaliers, les légumineuses. Voilà. Déjà, produits céréaliers et légumineuses. Dedans, vous avez énormément d'antinutriments. Comment faire en sorte pour pas que ça perturbe notre système digestif? Parce que quel est le mécanisme de cet antinutriment? C'est que pour que la graine, justement, de ces céréales, par exemple, puisse ressortir, c'est que à son passage dans l'intestin, pour la protéger, cette graine, pour qu'elle puisse perpétuer son espèce, elle va neutraliser dans notre intestin des minéraux, des oligoéléments, qu'elle puisse sortir. C'est-à-dire que tu vas manger du blé, je prends l'exemple du blé, et bien en fait, ça va capter dans notre intestin du magnésium, du zinc, peut-être du cuivre, de la vitamine peut-être B5, je ne sais pas, je dis. Hop, et ça va neutraliser ces nutriments seraient bénéfiques pour nous dans notre corps, mais non, ça va se fixer à cet antinutriment, à cette graine, et ça va être évacué dans nos selles. Alors là, je fais des raccourcis, bien évidemment, hein, pour que vous compreniez le mécanisme. Donc, on a des antinutriments dans tous ces végétaux. Il y a plusieurs façons de réduire les niveaux de lectine et d'autres antinutriments dans tous ces végétaux qu'on consomme, surtout dans les produits céréaliers et les légumineuses. Ça va être la germination. Donc, on fait des graines germées. Vous avez bien compris que quand on prend des graines toutes seules, eh ben, elles déclencheraient beaucoup d'antinutriments. Mais si on les fait germer, eh bien, on va éliminer une partie de ces antinutriments. Et au contraire, la graine va pouvoir exprimer son plein potentiel. On va récupérer les nutriments grâce à cette émergence de puissance de la graine. Les légumineuses, en les faisant tremper, souvent quand on prend les pois chiches, les lentilles et autres, on les fait tremper, on rince, on jette l'eau de trempage et ensuite on fait cuire. Donc déjà, ce trempage permet d'éliminer une partie des antinutriments. Et la cuisson derrière va tuer encore une partie de ces antinutriments. Donc c'est important d'avoir les deux phases du processus, le trempage et la cuisson. La cuisson qui, au final, aussi devrait être vraiment très intense pour les légumineuses. Très intense dans le sens où si je fais cuire du pois chiche ou des haricots rouges, et ben, à la finale, ça devrait être quasiment comme de la purée, tu vois. Si tu regardes Mm. dans les cuisines traditionnelles, bah, tu vois, les pois chiches, Moyen-Orient, c'est plus souvent sous forme de houmous, tu vois, donc bien cuit, réduit en purée. Si tu prends les haricots rouges au Mexique, les frijoles, ils te font ça, quand ils te servent là-bas, c'est pas les haricots rouges comme on te sert ça chez nous en Europe. C'est carrément une purée de haricots rouges et de haricots noirs, tu vois. Donc c'était cuit, recuit. Ils appelaient même ça aux États-Unis, bien sûr, ça vient de la culture mexicaine, les refried beans. Donc les haricots, donc rouges, noirs, qui ont cuit et qui font recuire encore, tu vois. Et au final, vous allez voir, Ouais. si vous faites tester ça, vous allez mieux les digérer que si vous faisiez juste des haricots rouges ou des pois chiches qui vous donnent habituellement des gaz. Voilà, donc pour minimiser ces effets des antinutriments, le trempage, la cuisson bien poussée et pas hésiter à recuire les choses. Ça, c'est un truc. Et après, si vraiment on veut s'éviter de manger ces nutriments, eh ben, il faut éviter de manger ces aliments. C'est comme tout. Si vous voyez que ces aliments posent des problèmes et que ça Ouais. pourrait être potentiellement lié aux lectines et autres, eh bien, en fait, ben, c'est comme tout. On procède par élimination ou réduire la quantité. Des fois, c'est juste réduire la quantité, la proportion dans l'assiette Ouais. au lieu de se faire une grosse assiette de pois chiches, eh ben, ou de lentilles, ou de produits céréaliers, et ben, en avoir une part beaucoup plus petite, mais d'augmenter les proportions de d'autres végétaux moins riches en lectine, comme les légumes, les crucifères, légumes à feuilles vertes, certains légumes à feuilles vertes. Sachant que même si tu manges des épinards, t'as pas mal d'antinutriments dedans hein, aussi, hein. Toi, les légumes à feuilles vertes ne se valent pas. Et d'ailleurs, dans ce bouquin The Plant Paradox, donc les dangers cachés de l'alimentation saine, il y a toute une liste d'aliments dedans à favoriser et d'autres à éliminer pendant un temps en fonction de comment tu veux faire face aux antinutriments.
Il y a tellement à dire là-dessus. Il y a Ouais, tellement à dire là-dessus. Mais et toi, là, comment dire, c'est assez difficile quand tu sais, tu es dans un mindset, un état d'esprit de dire je prends soin de mon alimentation, je mange des aliments naturels. Mais en mangeant ces aliments naturels, eh ben, on a encore des problèmes ouais, là-dedans. Et donc, en fait, tu vois, j'aime pas trop parler de ça parce que en fait, ça pousse encore les gens à se dire, mais merde, même quand je fais attention, eh ben, c'est là. il y a encore des choses auxquelles il faut faire attention. Moi, je veux dire une chose. Déjà, revenez à des bases. Vous prenez pas trop la tête, mangez des aliments naturels, sains. Là, on vient de vous donner des petits tuyaux sur le trempage. On peut faire tremper aussi le riz avant de le faire cuire, hein, le rincer et autres. Les C'est noisettes, les amandes, les tous les noisettes, les oléagineux. amandes. Voilà, ça, tout ça, vous pouvez faire tremper. Ça va potentiellement améliorer votre potentiel digestif, améliorer votre densité nutritionnelle. Ça, c'est bien évidemment, c'est adapté en fonction du ressenti. Si vous avez des symptômes ou pas. Si vous n'avez pas de symptômes et que vous mangez comme ça, je veux dire, continuez. Après, ce serait de l'optimisation que de faire tremper, cuire, faire germer et autres. Mais n'est-ce pas ce qu'on recherche, l'optimisation? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser aussi. Tu as quelque chose à rajouter, toi, Nico, là-dessus? Non, encore une fois, ça te dit, hein. Non, ouais, pour répondre à sa question, comment neutraliser les antinutriments, finalement, c'est déjà choisir, lire le livre. Non, choisir les aliments et identifier les aliments qui lui font pas du bien, et puis surtout le trempage, hein. C'est le seul trempage et la fermentation. Oui, fermentation aussi. Je mettrai le lien du bouquin dans le descriptif sous la vidéo. Je voudrais qu'on passe une dernière question. Question de Yes. Thibaut, qui m'a posé plusieurs questions, mais je vais choisir celle-là. Est-ce qu'il est plus important de compter les calories ou les macronutriments? Aïe, aïe, aïe. Eh bien, écoute, je vais te dire, ça dépend. Ça dépend. Moi, perso, dans un premier temps, je compte les macronutriments. Alors, bien évidemment, il y a une différence hein, entre compter. Bien sûr, les aliments que tu vas sélectionner vont t'apporter des macronutriments. Les macronutriments qui sont, je le rappelle, protéines, glucides, lipides. Et ces macronutriments ont un équivalent calorique, c'est-à-dire que pour 1 gramme de protéines, ça va faire 4 calories, 1 gramme de glucides, 4 calories, 1 gramme de lipides, 9 calories. Donc effectivement, en fonction des aliments que tu vas choisir, que tu vas manger, ça va déterminer tes apports en macronutriments et ça va déterminer mathématiquement ton apport calorique. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit, quand j'organise mon alimentation, je me focalise en premier sur mes macronutriments ou sur mes calories. Donc, moi, j'ai une approche, on se focalise d'abord sur les macronutriments. Donc, disons que je veux apporter l'équivalent de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour les protéines. Donc, ça va me faire, peut-être si je fais 80 kilos, il faut que j'apporte 160 grammes de protéines à mon corps. Ça va déterminer, déjà d'un point de vue calorique, 640 calories. Donc 160 grammes de protéines va apporter 640 calories. Donc je le rappelle, hein, 4 calories pour 1 gramme de protéines. Voilà. Donc si tu te dis, OK, je fais mes calculs, ben, OK, je veux tant de grammes de protéines par kilo de poids de corps, tant de grammes de glucides par kilo de poids de corps, tant de grammes de lipides par kilo de poids de corps, et que tu respectes ça, tu vas définir en premier tes macronutriments, ce qui induira un nombre total de calories. Mais tu te seras concentré en premier sur les macronutriments parce que c'est ce que tu as défini. Et c'est ce que moi, je peux conseiller en premier. Avoir un minimum de tant de grammes de protéines par kilo de poids de corps, un minimum de tant de grammes de lipides par kilo de poids de corps, et d'ajuster les glucides en fonction de ta problématique, perte de poids, énergie, prise de masse et autres. Ça, c'est ce que moi je conseille en premier. Ensuite, on vise les calories en premier. Et ça rejoint une diète de l'époque, le IFYM, If It Fits Your Macro. Donc, c'est si ça va pour tes macros.
Mais en parlant calories, ok, il me faut, disons, 2000 calories. Et en fait, tu vises, tu bouffes n'importe quoi, tant qu'à la fin de la journée, tu as fait tes 2000 calories. Voilà. Les deux approches se tiennent. Après, ça dépend quels sont tes objectifs de vie. Parce que si tu manges 2000 calories de pizza et 2000, excusez-moi, 2000 calories d'alimentation saine, équilibrée, mathématiquement, il y en a qui te diront que ça pourrait avoir un impact sur la prise de poids, la prise de masse, parce que on est sur des maths, hein, c'est la thermodynamique, hein, faire sortir plus de calories qui n'en rentrent pour perdre du poids et inversement, pour prendre du poids. Mais l'impact sur ta santé ne sera pas le même, parce que euh, la pizza n'aura pas le même impact sur tes hormones que, par exemple, si tu prends une cuisse de poulet avec de la pomme de terre et du brocoli, à Mhm. calories égales. Tu vois, tu n'auras pas le même impact hormonal. Tu n'auras pas le même impact digestif. Euh, et ça va déterminer potentiellement l'apparence physique, ton ressenti digestif, ta capacité de production d'énergie ou ton ressenti global. Donc, Thibaut, s'il fallait faire l'un ou l'autre, je vais te dire, ça dépend de tes objectifs. Tu vois? Mais moi, principalement, je te dirais, OK, tu peux définir une quantité de calories visée quotidiennement, mais la priorité devrait être déjà, une fois que tu as défini ces quantités de calories, de fixer les apports minimaux en termes de macronutriments, protéines, glucides, lipides, et d'adapter, bien évidemment, en fonction de ta dépense calorique et de tes objectifs. Nico, ne me dis pas que j'ai tout dit. Je veux que tu dises quelque chose. C'est vrai? Non, non, mais je pense que dans un premier temps, si enfin, si t'es débutant comme moi je le suis, tu vois, par rapport au comptage de calories, c'est bien plus rassurant de commencer par tes macros. Genre voilà, moi il me faut 2 grammes de prot par kilo de poids de corps. Ensuite, il me faut des lipides, tant de trucs. Et puis ensuite, tu ajustes, comme tu dis, c'est beaucoup plus simple et rassurant que te dire, attends, il me faut 2000 calories, mais putain, mais je sais pas comment je fais, comment je gère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après, bien sûr, je pense que voir la vision que en calories, avec les lunettes uniquement de calories, ça peut peut-être vite être limitant. Parce que comme tu dis, enfin, que tu manges de 2000 calories en fast-food ou 2000 calories en alimentation saine, alors déjà, en alimentation saine, tu auras un ou deux repas en plus. Parce que les calories, je crois que c'est quoi? C'est 600 calories un Big Mac, et donc tu bouffes 3 Big Mac et une glace terminée. Donc ça te fait un repas, quoi, au final. Un repas et demi, même pas. Alors que si tu manges 2000 calories, mais de manière saine, tu te fais trois quatre repas, hein. Et puis donc voilà, donc avoir la vision, je pense pour un débutant, en tout cas c'est comme ça que je le vois moi, pour un débutant c'est plus facile de commencer en comptant les macros. Ouais, très bien. Nico, est-ce que tu crois qu'on a le temps pour une ou deux autres questions rapides? Moi j'ai le temps, Allez, une ou deux questions rapides. Un, il y a Pierre qui me pose la question. C'est des questions rapides. Pierre me demande combien tu benches? Combien je bench? Pierre, Vérisme TV. Le bench, développé couché. Pierre, mon Pierrot, je vais te dire, mon max, je n'en sais absolument rien, puisque je ne m'entraîne pas pour mon max. Ce que je peux te dire, c'est qu'au plus fort que j'ai été, et c'est pas très reluisant, je veux dire, vis-à-vis du physique que je peux mettre en avant, le plus fort que j'ai poussé, ça devait faire 105 kilos. Et je te dis ça, c'était il y a 18 ans en arrière, quoi. 18-20 ans en arrière. Donc si tu peux voilà. pas. Voilà. Donc ça n'a rien Soit à t'es voir. meilleur. 105. Maintenant, aujourd'hui, la dernière fois que j'ai testé, sans m'entraîner spécifiquement pour du développé couché, parce que ça ne m'intéresse pas au final de m'entraîner au max pour le développé couché, mais la dernière fois que j'avais testé, je devais être à 97,5 ou un truc comme ça, tu vois. Un test comme ça. Après, je sais que dernièrement, j'avais fait un petit cycle un peu de force et j'avais fait 5 reps à 90. 5 reps à 90. Donc potentiellement, je fais peut-être, enfin, mathématiquement, je ferais peut-être plus que 100. Mais voilà ce que je peux faire. Sinon, je sais que, voilà, c'est ce que je fais. Voilà, j'ai pas besoin de dire plus. Et pour dire, c'est un rappel, je m'entraîne, j'ai un physique.
Mais je m'entraîne pas pour être powerlifter ni pour faire le max comme ça. Je me suis entraîné pour faire des max, c'était peut-être pour faire du deadlift parce que c'était quelque chose qui m'attirait. Le développé couché m'attirait moins alors que j'ai des bons pecs, hein, et je suis bien sur le haut du corps parce que plus jeune, j'ai eu des blessures aux épaules. J'ai une vis dans l'épaule gauche et que je sais que c'est tellement handicapant de se blesser aux épaules pour la vie du quotidien, pour la pratique du jiu-jitsu, et Mm. l'impact que ça a ensuite sur les cervicales et autres, que j'ai pas envie de me risquer là-dessus. Et donc, tous mes entraînements de développé couché, que ce soit avec haltère ou avec barre, ça va vraiment être plus dans des fourchettes de répétition plus longues. Euh, plus longues, ça va bien sûr, ça peut aller de 5 répétitions jusqu'à 15-20 reps, mais toujours dans l'objectif développement physique, contrôle neuromusculaire et autres. Voilà, principalement pour le bench. Et toi, Nico, le bench, travail? Eh ben, enfin, je travaille, je suis pas, comme tu dis, je suis pas en mode powerlifter, mais j'aime bien faire des max pour tester un peu. Et avant-hier, je crois, avant-hier, j'ai fait un max, enfin, j'ai fait un max 104 kilos au bench, rien de fou, en sachant que à la salle où je suis, c'est les petites barres, c'est pas les barres olympiques. Et j'ai remarqué qu'il y a une différence énorme. Franchement, c'est abusé. Tu t'as déjà remarqué? Il y a une différence énorme entre les barres olympiques et les barres, les petites barres de muscu de base, quoi. Parce qu'à l'époque, il y a quelques années en arrière, j'avais fait. Bon, on s'en fout, mais en tout cas, j'ai remarqué la différence. Donc là, je suis à 104 avec une petite barre. Faudrait que je teste sur une barre olympique. Je Ok, pense que je suis à 110. ouais, ouais. 110, 120, quoi. Et je voulais terminer avec Pierre. Pierre, d'ailleurs, dis-nous en commentaire combien tu benches, toi. Ah ouais. Ça nous intéresse. Et puis, allez, on se fait une dernière question. Dernière question. Charlène. Charlène qui pose la question, que penses-tu de la monodiète? La monodiète. La monodiète, quelque chose que j'ai pu conseiller pas mal de fois par le passé, que j'ai appliqué aussi pas mal de fois par le passé. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense du bien quand c'est appliqué dans un but bien précis, que c'est bien fait. La monodiète, pour moi, ça va être dans un premier temps une sorte de repos digestif, dans le sens où un repos digestif contrôlé. Tu vois, c'est une alternative au jeûne pour certaines personnes qui ne sont pas prêtes à jeûner, tu vois, Ouais. parce qu'on sait que le jeûne permet aussi un repos digestif. Donc, pour quelqu'un qui peut avoir des pathologies au niveau du système digestif, jeûne, ça je peux recommander, ou la monodiète ciblée avec un aliment bien précis. Donc, la monodiète, c'est le même aliment toute la journée, en fonction de ta sensation de faim, bien évidemment. C'est pas se gaver d'aliments toute la journée. C'est quand tu as faim, voilà, ok, je vais manger cet aliment. Mais c'est pas que un aliment, hein. Je veux dire, enfin, c'est pas que une seule unité. Si par exemple on choisit la banane, euh, tu te lèves le matin, t'attends d'avoir faim. Ok, si je mange, ok, ça va être de la banane. Ok, je mange une banane, tiens, j'ai encore faim. Deuxième banane, j'ai encore faim. Troisième banane. Tu verras, quand tu auras mangé trois bananes, en général, tu ne pourras pas en manger une quatrième. Ta journée se passe, et si tu as encore faim dans la journée, tu manges que de la banane. Voilà. Comment moi je qualifie la monodiète? Ça peut être fait, il y en a qui font des monodiètes avec du raisin ou de la pomme, parce que tel ou tel aliment a telle vertu et autres. Pourquoi pas? On peut le faire. Moi, j'ai fait avec de la pomme, j'ai fait avec du raisin, j'ai fait avec de la banane, j'ai fait avec de la pastèque, j'ai fait avec du concombre. Voilà, j'ai essayé plein de monodiètes. Voilà. Repos digestif. Repos digestif. Parce que en mangeant un seul aliment, tu demanderas à ton corps déjà très peu d'efforts digestifs. Tu lui demanderas un seul type d'enzyme à produire pour la digestion. Et tu vas alléger ton système digestif là-dessus, tout en t'apportant quelques calories sur la journée. Là, sachant que cette monodiète peut aussi mettre l'accent sur un aliment qui va t'apporter tel type de nutriments particulièrement pour toi. Voilà ce qui me vient en tête là pour répondre à cette dernière question. Toi, Nico, la monodiète, t'as Ouais, déjà c'est ça, pratiqué? c'est. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, non, je crois que monodiète, j'ai jamais pratiqué. J'ai jamais pratiqué la monodiète, non. Ouais. Mais par contre, ouais, c'est ça, c'est simplification au niveau de ton estomac. Comme on disait, t'évites de surcharger en information, déjà de un. Donc c'est vrai que ça peut être une alternative à ceux qui ont du mal à jeûner. Et ouais, voilà.
Bah écoute, Après, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est régime restrictif, c'est à pratiquer une fenêtre temporelle, mais pas à appliquer sur ad vitam aeternam, quoi, sur le long terme. Donc, c'est des choses qui sont courtes, mais intenses. merci pour ce rappel. Et merci pour cette conclusion courte et intense. Ah bah, on revient à la même chose, hein. Charlène, dis-nous en commentaire si ça a répondu à ta question. Et si tu as d'autres questions, bah pareil, n'hésite pas à les laisser en dessous. Nico, je pense qu'on a fait le tour. Mm. Je répondrai certainement aux questions qui m'ont été envoyées dans une vidéo à part, si ça te va. Ouais, ou on se refait un Voilà, truc à on l'occasion, hein, se refait rapidement. à l'occasion et puis on pourra y répondre. Dans tous les cas, merci à toi, je te dis à très vite. Et puis, les Juliteros, merci encore à vous d'être là, de nous soutenir. Mm. Laissez un like, c'est important. Partagez, abonnez-vous. Il y a l'histoire de petite cloche aussi pour s'abonner, pour avoir les infos quand on sort une nouvelle vidéo. Donc faites-le, ça nous aide vraiment. N'hésitez pas aussi à aller sur les précédents podcasts, sur les autres vidéos pour écouter. Il y a toujours des informations, des fois qu'on capte pas ou des vidéos qu'on n'a pas vues qui peuvent vous donner des infos. Ça, c'est vraiment important. C'est pour nous soutenir aussi et pour vous aider. On vous dit à la prochaine. Allez, paro!